Ah, WrestleMania, le Super Bowl du catch, la finale de la Ligue des Champions du divertissement sportif, le Liège-Bastogne-Liège du... J'arrête, c'est bon. C'est le show de catch le plus attendu chaque année, et depuis la première édition en 1985, on a vécu moultes émotions à travers ce show. De la joie à la colère en passant par la frustration, la tristesse ou l'émerveillement. Et vous vous doutez bien qu'en près de 39 ans d'histoire, il y en a eu des matchs mythiques, il y en a eu des affrontements mémorables. D'autres un peu moins, c'est vrai. Mais aussi des matchs plutôt étranges. Certains d'entre eux ont été oubliés, ou alors on a préféré les oublier, mais c'est pourquoi je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être très intéressant d'aller les découvrir ou les redécouvrir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yael, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose un petit voyage dans l'histoire du show des immortels, puisque nous allons parler de 5 matchs parmi les plus étranges de l'histoire de WrestleMania. Et si j'ai choisi ces matchs, c'est avant tout pour leur stipulation, mais aussi pour leur écriture, le contexte, ou tout simplement parce que ces matchs étaient un peu bizarres, quoi. On va pas forcément parler de mauvais matchs en soi, mais des matchs qui sont vraiment particuliers de par leur construction. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à liker si ça vous plaît, à commenter, à partager, à vous abonner surtout, c'est très important. Et bien nous commençons avec le premier match. On va faire ça par ordre chronologique, ça nous permettra en plus de finir par le plus sombre. On commence. Pour le premier match de cette vidéo, je vous propose qu'on commence tout d'abord par parler du Brother Love Show. C'est tout simplement un show un peu à la manière de Miss TV aujourd'hui, présenté par Brother Love, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Bruce Pritchard, qui est l'actuel directeur exécutif de Raw et de SmackDown. Lors d'un des épisodes du Brother Love Show, Rick Martel est présent aux côtés de Brother Love, muni d'un espèce de vaporisateur à haute colonne, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Et l'invité de cet épisode n'est nul autre que Jake the Snake Roberts. Et alors que Jake répond aux questions de Brother Love, Rick Martel avec son vaporisateur à haute colonne va essayer d'asperger le serpent de Jake Roberts. Pourquoi pas. Yo, c'est le gars du futur qui est là. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser un truc. Désolé pour le setup un peu ghetto, mais c'est pas grave, c'est juste pour ajouter une petite précision. En réalité, si Rick Martel avait un vaporisateur à haute colonne à cette époque et qu'il l'a utilisé sur le serpent de Jake Roberts, c'est parce que au début du show, Bruce Pritchard, donc Brother Love, et Rick Martel disaient ouais, Jake Roberts et son serpent ils sentent pas bon. Voilà. On peut retourner à la vidéo du passé, enfin même ça sera... Bref. Donc vous vous doutez bien, Jake, ça lui plaît pas. Et du coup, il va attaquer Rick Martel. Et ce dernier, en essayant de se défendre, va vaporiser de l'eau de Cologne dans les yeux de Jake Roberts. Ce qui va le rendre aveugle pendant un certain temps et qui va être la pièce maîtresse de cette rivalité. Et tout cela conduira au Blindfold Match de WrestleMania 7. Qu'est-ce que c'est le Blindfold Match? Bah c'est assez simple. Les deux catcheurs ont des espèces de cagoules sur la tête, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se voir. Et autrement, bah c'est des règles tout à fait normales. Jake a beaucoup souffert du fait d'être aveugle pendant quelques temps. Et donc il veut faire comprendre à Rick Martel qu'est-ce que ça fait d'être aveugle. Et donc c'est la première apparition du Blindfold Match à la WWE. On se retrouve donc à WrestleMania 7, juste avant le match, Jake Roberts fait une promo rappelant que les humains ont 5 sens quand les serpents en ont 6. Les deux hommes font leur entrée, on leur met les sacs sur la tête et le match peut commencer. Bon du coup vous vous doutez bien qu'au début, les gars, vu qu'ils sont pas censés se voir, ils se cherchent dans le ring. Et pourtant, le public est fou. Et c'est justement ce qui va faire tout l'intérêt du match. Puisque vu que les mecs se voient pas, il faut bien qu'ils se trouvent. Et donc Jake Roberts, lui qui est le gentil, va souvent pointer pour chercher Rick Martel, et c'est le public qui va lui dire où il est, en faisant plus ou moins de bruit. C'est un peu comme un chaud froid, tu vois. Et vu que Rick Martel n'est pas le gentil de l'histoire, le public va pas l'aider du tout, contrairement à Jake Roberts. Alors du coup, il y a des spots un peu fun, forcément. Rick Martel qui tente une descente du coude dans le vide. Ouais, c'est marrant, c'est vrai. Ça se retrouve même à attaquer l'arbitre par moment, parce que tu sais pas, forcément, tu le vois pas. Il y a même un moment où Rick Martel va tomber sur Damien, le serpent de Jake Roberts, rien à voir avec Damien Priest qui n'avait que 8 ans à l'époque. Un moment, Rick Martel va choper une chaise sous le ring, qui est bien entendu interdite, et dans un élan de panique, va frapper le poteau. Ouais. Et par conséquent se faire un peu mal. Mais bon voilà, il y a quelques spots marrants, mais autrement ça reste quand même 8 longues minutes qui verront finalement Jake Roberts triompher à l'aide de son DDT. J'ai regardé un peu ce qui se disait sur ce match et je remarque que les gens sont très divisés parce qu'il y en a qui vont forcément critiquer le match parce que c'est très long, il se passe rien du tout, c'est pas passionnant en fait. Mais il y en a d'autres qui trouvent que c'est un véritable génie de storytelling, que l'utilisation de la foule rend le truc vraiment intéressant, que les deux hommes ont été de très bons acteurs et qu'ils ont parfaitement joué leur rôle dans le match. De mon côté, j'ai trouvé ça un peu marrant au début, il y a 2-3 spots un peu rigolos.
mais franchement c'est vrai que ça devient vite très long, ça dure même pas 10 minutes, mais pourtant on croirait pas. Et tout l'intérêt de la stipulation et de l'histoire repose sur l'implication de la foule en fait, qui est la pièce maîtresse de ce match. Et d'ailleurs, à écouter le match, on peut croire que les gens avaient bien aimé à l'époque. Bon, pour la culture, vous pouvez aller découvrir ce match, mais franchement vous ratez pas grand chose. Personnellement, je vous recommanderais pas forcément d'aller voir ce match, à WrestleMania 7 il y a eu quand même beaucoup d'autres choses, mais si vous voulez rigoler un peu, ou si vous voulez juste découvrir et comprendre un peu mieux, n'hésitez pas, WrestleMania 7, le Blindfold match, on peut passer au match suivant je pense. On fait un petit bond de 9 années en avant. On se retrouve désormais à WrestleMania 2000, le nouveau millénaire en plein cœur de l'Attitude Era. L'époque où le catch hardcore est relativement développé à la WWF, avec notamment le championnat hardcore qui pouvait être défendu 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le champion pouvait changer à n'importe quel moment, c'est-à-dire que tu pouvais te promener dans la rue, le gars te faisait un roll-up et tu perdais le titre. Voilà. Malgré sa disparition en 2002, il revient en 2019 sous la forme du championnat 24/7, avec beaucoup moins de cachet quand même. Enfin bon, lors de WrestleMania 2000, le championnat hardcore détenu à l'époque par Crash Holly est mis en jeu dans la toute première édition du Scramble Match. 13 catcheurs se retrouvent dans un match avec un temps imparti de 15 minutes où tout est permis. Les tombées et les soumissions peuvent s'effectuer n'importe où dans l'arène, et il suffit de river les épaules ou de faire abandonner le champion pour devenir champion à son tour. Mais encore faut-il le garder jusqu'au bout, parce que ça dure 15 minutes. Bon du coup, qui étaient les 13 participants de ce match? Bien sûr le champion Crash Holly, son prétendu cousin Hardcore Holly, Taz, Viscera, les Mean Street Posse, Joey Abs, Rodney et Pete Gas. Oui, parce qu'il y avait plusieurs équipes dans le match. Pourquoi pas. L'équipe Kaientai composée de Taka Michinoku et Funaki, les Headbangers, Thrasher et Mosh M-O-S-H, hein. Un peu de respect quand même, même si c'est vrai que ces mecs-là avaient un style assez particulier. Et les APA, Bradshaw et Farouk, Bradshaw que vous connaissez certainement sous le nom de JBL aujourd'hui. Alors, accrochez-vous parce que ça va partir dans tous les sens. Ça commence donc par une bataille générale dans le ring, et Taz, au bout de 20 secondes, va porter le tombé à Crash Holly pour devenir le nouveau champion, déjà. Mais quelques secondes après, Viscera à son tour va faire le tombé à Taz pour devenir champion à son tour. Et alors là, vous vous doutez bien, c'est du catch hardcore, donc on va avoir plein d'objets. Ça va utiliser des plaques métalliques, des raquettes, ça va utiliser le drapeau japonais des Kaientai, des espèces de boîtes de lasagne, je sais pas trop ce que c'était, ils utilisent tout, des panneaux de signalisation, tout. Et vu que la plupart des catcheurs de ce match sont en équipe, bah ils font équipe du coup. Malgré tout, on va avoir quelques fissures entre ces dites équipes. Et après une grosse domination de Viscera en tant que champion, Funaki et Michinoku font le tomber en même temps sur Viscera, et c'est finalement Funaki qui prend le titre. Mais alors c'est pas juste, ils ont fait le tomber à deux, ils devraient être champions ensemble. Non, bah du coup Michinoku ça lui plaît pas, donc il attaque son pote. Bah ouais, équipe d'accord, mais bon c'est du free for all le match, donc du coup ils vont se battre, et ils vont aller se retrouver en backstage. Et ils seront suivis des Headbangers et des Mean Street Posse. Rodney des Mean Street Posse parvient à prendre le titre à Funaki, pour le perdre quelques secondes après au profit de son coéquipier Joey Abs. Et oui, je t'ai dit les équipes c'est pas trop ça. Qui perdra quelques secondes après le titre des mains de Headbanger Thrasher. Et oui, Howard Finkel il a taffé ce soir là. Thrasher devient la cible et donc Pete Gas va l'asperger avec un extincteur et le frapper avec pour devenir le nouveau champion hardcore. Mais il va perdre le titre des mains de Taz après une souplex et nouveau champion hardcore quelques secondes après. Taz se retrouve en 1v1 face à Crash et Hardcore Holly, mais ces derniers ne s'entendent pas très bien donc Taz parvient à s'en sortir. Il se dégage notamment de plusieurs tentatives de tomber, ce que très peu ont fait pendant ce match. Mais après un règne ultra dominant de 4 minutes de la part de Taz, il cède sa place à Crash Holly qui passait par là à 30 secondes de la fin. Et là du coup on se dit que c'est fini, il va repartir comme il est venu en tant que champion hardcore. Mais non, Taz revient, il lui porte une prise de soumission, il reste 15 secondes, il s'accroche, il se bat, il se donne. Il donne tout ce qu'il a et à 5 secondes de la fin, son cousin Hardcore Holly vient lui fracasser un bocal à bonbons sur la tête pour finalement faire le tomber à 1 seconde de la fin et remporter le match. Alors si vous aimez le catch hardcore, ce match en est une bonne représentation. C'est un joyeux bordel, c'est vraiment fun, il se passe plein de trucs, il y a du sang, il y a des objets, il y a plein de trucs. Donc si vous voulez occuper 15 minutes de votre temps, je vous recommande vraiment d'aller voir ce match parce que c'est vraiment très divertissant. Bon allez, si on est tatillon, on peut parler de quelques botches et d'un selling qui est pas toujours convaincant, mais franchement on peut passer outre. Donc voilà, c'était le Scramble match de WrestleMania 2000 et je pense qu'on peut passer à la prochaine étape. Bon, je suis conscient que ça a été peut-être un peu difficile à suivre et assez éprouvant, mais là je vous rassure, on retrouve une stipulation qu'on connaît, le temps de se remettre de nos émotions. Et en plus de ça, le match n'est vraiment pas long, c'est ça qui est cool. Ah, les Battle Royale. Au-delà de Fortnite et Warzone, à la WWE, les Battle Royale sont des matchs dans lesquels on rassemble plusieurs catcheurs dans un ring, 10, 20, 30, 12 000 au choix. Le but étant d'être le dernier homme debout, et pour éliminer ses adversaires, il suffit de les faire passer par-dessus la troisième corde, et que les deux pieds de l'adversaire touchent le sol. Jusque là, tout va bien. Des Battle Royale, il y en a eu plein dans l'histoire du catch, le concept a été détourné en 1988 pour nous donner le très célèbre Royal Rumble, et lors de WrestleMania 17, considéré comme le meilleur de tous les temps par énormément de fans, The Rock contre Stone Cold Steve Austin, Undertaker contre Triple H, le Triangle TLC match,
et la gimmick Battle Royale. C'est très simple, on prend les règles de base de la Battle Royale et on prend plein de mecs qui ont des gimmicks très marqués, des personnages très particuliers. Ah vraiment, on dirait Fortnite dans la vraie vie. T'as tous les skins dont tu peux rêver, il manque juste Son Goku et Marco Reus, mais sinon t'as tout. Dans la dernière vidéo Hot Takes, on avait eu un avis qui nous parlait des gimmicks un peu folles et un peu étranges qu'on avait à l'époque qui avaient disparu aujourd'hui. Ah, je peux te dire qu'à cette époque-là, il devait pas être déçu le gars. Doink the Clown, le Sergeant Slaughter, Rippoman, The Earthquake, Kamala ou encore The Iron Chick. Il y a de tout. Donc du coup tu ramènes plein de mecs très colorés, pour la plupart en fin de carrière ou déjà retraités, pour faire un match avec de la couleur. Bon honnêtement je vais pas beaucoup m'étaler sur ce match parce qu'il se passe pas grand chose, ça reste une Battle Royale classique et ça ne dure que 3 minutes. Du coup je vous propose qu'on accélère au Final Four directement. Les 4 derniers participants sont le Sergeant Slaughter, Hillbilly Jim, ne me parlez surtout pas de Michael Jackson, The Iron Chick et Brother Love. Et oui. Bon attention faut pas cligner des yeux parce que ça va très vite. Brother Love se fait virer par le Sergeant Slaughter qui lui-même va se faire virer par Hillbilly Jim, qui ensuite va se faire virer par The Iron Chick, qui va donc remporter le match. Voilà, tout simplement. Bon, il va se faire hagrer à la fin par le Sergeant Slaughter parce que il a le seum, c'est tout à fait compréhensible, sachant que c'est Hillbilly Jim qui l'a éliminé. Bon, moi je suis désolé, pas grand chose à redire sur ce match, je voulais juste parler de ça parce qu'il y avait de la couleur. D'ailleurs, truc assez marrant en faisant mes recherches pour cette vidéo, quand je suis arrivé sur la page de WrestleMania 17 et qu'il y avait l'encadré qui parlait de la Battle Royale, il y avait marqué à côté, ce match est considéré comme l'une des meilleures Battle Royale de l'histoire de WrestleMania. Alors, je sais pas combien il y en a eu à WrestleMania des Battle Royale, je les ai pas vus en tout cas. C'est peut-être un brin abusé, je pense. Enfin voilà, nous en avons fini avec cette Battle Royale. J'espère que vous êtes encore là. Un peu de légèreté avant la dernière partie de la vidéo qui va être certainement la plus compliquée. Parce que là oui, nous allons parler d'une des faces sombres de l'histoire de WrestleMania. Je vous propose de m'accompagner dans ce voyage fabuleux dans l'esprit créatif de Vincent Kennedy McMahon. La division féminine de la WWE a mis beaucoup de temps avant d'être pertinente et de bénéficier d'une écriture sérieuse. Bien que ça ne soit pas toujours parfait aujourd'hui, on a quand même eu une énorme amélioration au niveau de la qualité du catch, de la qualité des histoires et tout simplement de l'image de la division féminine. Pendant de longues années à la WWE, les femmes étaient utilisées avant tout pour leur physique et pas forcément pour leur capacité athlétique. Et ce jusque 2014 à peu près quand Paige et Jelly étaient les top stars de la division. Et encore, c'était pas vraiment parfait. On atteste notamment cette horreur. Voilà. Bref. WrestleMania 20 a marqué l'histoire pour de multiples raisons. La victoire d'Eddie Guerrero sur Kurt Angle, John Cena qui remporte son tout premier titre à la WWE en battant le Big Show, le sacre de l'homme dont on taira le nom face à Triple H et Shawn Michaels, mais aussi parce que c'est le tout premier WrestleMania de l'histoire à avoir proposé 2 matchs féminins, dont le match Hair vs Title qui a opposé Molly Holly à Victoria, mais bon ça on s'en fout, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le terrible Playboy Evening Gown Match. Littéralement le match de robe de soirée de Playboy. Bon, au cas où vous ne le saviez pas, Playboy c'était tout simplement un magazine pour les hommes en général, très connu pour son contenu assez érotique, voilà. Et donc là tu te doutes bien que quand il y a Playboy inséré là-dedans, voilà. Torrie Wilson et Sable font face à Stacy Keibler et Miss Jackie dans un match par équipe aux règles normales. La seule particularité c'est qu'elles sont en robe de soirée. Si seulement. Bon, les catcheuses sont dans le ring, et alors que le match s'apprêtait à débuter, Sable prend le micro. Et a dit, tiens, je me sens vraiment pas à l'aise dans cette robe. Ça sent vraiment pas bon, vous le savez. Donc Torrie Wilson et elle ont décidé de se battre sans leur robe, donc en sous-vêtements. Du véritable génie créatif, hein. Mais bon, 2 sur 4 c'est pas marrant, donc tout le monde se fout en sous-vêtements. Et oui. Même Taz à la table des commentateurs, il était parti pour. Bon, il faut forcer un petit peu pour Miss Jackie qui est pas forcément emballée par le délire, c'est peut-être la seule personne sensée de tout le Madison Square Garden. Enfin bref, le match, qu'est-ce que c'est? Bon bah c'est 3 minutes de... Je saurais pas donner de mots pour ce que j'ai regardé en fait. Bon forcément on a des enchaînements de roll-up avec certaines positions assez étranges pour permettre aux spectateurs de se rincer l'œil. Mais alors étonnamment, en termes de technique pure, c'est pas un désastre. C'est juste le contexte et la façon dont les femmes sont traitées qui font de ce match un véritable naufrage en fait. Bon c'est finalement Torrie Wilson qui parviendra à faire le tomber à Miss Jackie pour offrir la victoire à son équipe. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, c'est un match à oublier. Franchement, je sais pas comment on a pu avoir l'idée de faire ce match. Enfin bon, je pense que si, hein, c'est possible. Peut-être que Playboy avait un bon chèque à donner. Et puis la façon dont les femmes étaient traitées à l'époque, était vraiment un boulevard pour faire un match comme ça. Mais attendez, je vous ai gardé du rab, c'est pas fini. Parce que figurez-vous que 2 ans plus tard, Playboy a fait son retour à WrestleMania pour nous proposer un match à la hauteur de l'événement. WrestleMania 22, on plante le décor. On est juste après la très émouvante victoire de Rey Mysterio en hommage à Eddie Guerrero. Et juste avant le main event entre John Cena et Triple H, vraiment c'est le pré-main event, nous avons eu droit au Playboy Pillow Fight Match, opposant Candice Michelle à Torrie Wilson. Décidément la pauvre elle est dans tous les mauvais coups. Bon je pense que le nom est assez révélateur. C'est une bataille d'oreiller, comme tu pouvais le faire avec tes potes, avec tes frères et sœurs, dans ta chambre, quand t'étais plus jeune. Là la seule différence c'est que les 2 femmes se retrouvent devant des centaines de milliers de personnes, au milieu d'un ring
où toute l'attention est braquée sur elle. Et également parce qu'il y a un vieil homme au loin qui t'a certainement demandé de prendre des positions particulières pour divertir les gens. Parce que c'est fun. Bon allez, le match. Bon déjà big up à Torrie Wilson qui rentre avec un magnifique toutou, qui va d'ailleurs être le MVP de ce match, je pense. Bon le cadre est simple, t'as un grand lit au milieu du ring avec des oreillers, des couvertures, et un bon gros logo Playboy pour bien te faire comprendre le contexte du match. Et puis ben battez-vous comme disait l'autre. Bon bah honnêtement il va pas se passer grand chose. À un moment Candice Michelle elle est projetée sur le lit, bon ça doit pas faire mal en réalité, mais apparemment c'est super efficace contre elle. Et alors je voulais écourter le résumé de ce match parce qu'il se passe vraiment pas grand chose et que c'est assez awkward. Il y a eu ce spot qui m'a fait péter mon crâne comme disaient les jeunes. Torrie Wilson va reprendre son magnifique toutou pour tartiner le de celui-ci sur Candice Michelle. Voilà. Bon après ça forcément il le fallait bien, Torrie Wilson va arracher la robe de Candice Michelle parce que bon il y a Playboy, il faut bien qu'on soit cohérent. Et puis tant qu'à faire on va découper celle de Torrie Wilson, bah oui attends. Puis bon ça va s'écraser sous le matelas, ça va se mettre des coups, ça va se rouler dessus. Et c'est finalement Torrie Wilson qui va remporter le match sur un roll-up totalement foireux après près de 4 minutes de soft porn en fait, ouais. Encore un match vraiment oublié. Alors je saurais pas dire lequel des deux est le pire, quoi qu'il en soit, c'est des matchs à oublier, vraiment. Personnellement je vous recommanderais pas forcément d'aller voir ces matchs, après si vous voulez allez les voir, libre à vous, on n'est pas là pour vous juger. Vous pouvez tirer vos propres conclusions de ça. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est assez révélateur de l'intérêt porté aux femmes à la WWE à l'époque. Les femmes ne servaient qu'à faire ce genre de match, ce genre de segment ridicule, parce que ça plaisait à Vince McMahon et une partie de son équipe créative, je suppose. Bien que ça ait pris plusieurs années, de nombreux échecs, de nombreuses erreurs, de nombreuses femmes sont sorties du lot pour faire évoluer cette division féminine dans le bon sens. Et en grande partie grâce à ces femmes-là, aujourd'hui on a des catcheuses très talentueuses et respectées par la compagnie, et en tout cas beaucoup plus qu'à l'époque. Et c'est tant mieux. Et une pensée à toutes ces catcheuses qui se sont retrouvées dans ce genre de match. Peut-être pour la plupart contre leur plein gré. Je l'espère en tout cas. Et ben on en a fini avec ces matchs-là. Voilà. Et voilà qui vient conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. De mon côté j'ai trouvé ça hyper intéressant, puisqu'au-delà de regarder des matchs bizarres, ça m'a poussé à faire des recherches plus approfondies. Je suis très curieux de connaître votre avis en commentaire, c'est la première fois que je fais une vidéo assez travaillée autour du catch. N'hésitez pas aussi à ajouter des informations, à me corriger si j'ai pu me tromper. Et dites-moi si vous souhaitez un autre épisode de cette série, pourquoi pas pour SummerSlam, les Survivor Series, le Royal Rumble ou même Raw et SmackDown. En tout cas si vous avez aimé, likez la vidéo à balle et le plus important, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous en masse, abonnez-vous en colonie de vacances, tous ensemble là, vous êtes une centaine là, et vous vous abonnez tous ensemble. En colonie, avec les moniteurs qui vous disent eh, abonnez-vous. C'est long, c'est très long. Et puis sur ce, je vous propose qu'on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gabe. Arrivederci.